Les réflexes médulaires. Donc, suite à ces travaux, Sherrington, Monsieur Sherrington, a déduit qu'il existe au niveau de la moelle épinière de très nombreux circuits. Au niveau de la moelle épinière. C'est quoi la moelle épinière? Oui, merci. C'est quoi le khashoggi? C'est quoi la moelle épinière? C'est un constituant du système nerveux central. De quoi est constitué le système nerveux central? Il faut être interactif. Je vous pose des questions pour que vous interagissiez. Non. Avant. Oui, vous avez raison, oui. Pardon, d'abord dit non. D'un point de vue plus général. Il est constitué de l'encéphale et de la moelle épinière. De quoi est constitué l'encéphale? Le télencéphale, les deux hémisphères cérébraux, le diencéphale, l'ensemble des noyaux gris centraux, le thalamus, le tronc cérébral, céphale. Céphale, la tête. Sur l'extrémité céphalique, c'est l'extrémité supérieure, la tête de la chose. C'est latin, les Grecs, c'est latin, je crois. D'accord? Donc, télencéphale, c'est la périphérie. Quand on dit quelque chose de céphalique, oui, il a raison. Pourquoi? Parce que même l'orientation en embryologie, il y a une extrémité céphalique ou une extrémité caudale. Rostral, il y a des termes qu'on utilise, qui est rostral. Non, pas nécessairement. Caudal, ventral, rostral, supérieur, inférieur, pharyngien, non? Cloacal. Très bien, rostral ou cloacal, c'est l'extrémité basse de l'organisme. Bref, l'essentiel c'est qu'on utilise des termes de l'orientation. Donc, quand on dit le céphale, qui marque trop, céphalique, c'est-à-dire en haut. Très bien, donc on a le télencéphale, on a le diencéphale au milieu, mais derrière le diencéphale, il y a le tronc cérébral qui commence par le mésencéphale, qui correspond au. C'est les deux troncs cérébraux. Le mésencéphale correspond aux troncs cérébraux. Ça, vous l'avez là? Très bien, le mésencéphale, derrière le mésencéphale, le pont de Varol, ou la protubérance. La protubérance, derrière la protubérance, le bulbe bas. Derrière le bulbe, la moelle allongée. Le bulbe bas ou la moelle allongée. Derrière la moelle allongée, la moelle épinière. La moelle épinière se termine par le cône terminal. Très bien, le cône terminal, qu'est-ce qu'il donne? Les ramifications nerveuses de l'khrine, la queue de cheval. Voilà, très bien. Il faut les connaître. Suite à ces travaux, Sherrington a déduit qu'il existe au niveau de la moelle épinière, donc c'est une partie du système nerveux, et elle est constituée de très nombreux circuits neuronaux locaux qui permettent une activité motrice coordonnée, telle que les mouvements stéréotypés de la locomotion. Donc, la locomotion, elle est constituée de mouvements stéréotypés. Que veut dire le mot stéréotypé? Stéréotypé, répété et organisé. Quelque chose de stéréotypé, qui se répète avec une organisation. La marche est un mouvement stéréotypé. C'est le même mouvement qui se répète tout le temps. Ça fait là. Très bien. Donc c'est des mouvements stéréotypés comme la locomotion. Pas seulement. Pas seulement. La coordination de la marche. Oui, il est impliqué dans l'automatisme, mais pas seulement. Quand il y a les centres vestibulaires, le cervelet, Oui, mais pas seul. J'ai pas compris la question. Est-ce que le contrôle de la marche? Oui. Le contrôle de la marche, il dépend de la moelle épinière, sous le contrôle supraspinal, par le cervelet, par le tronc cérébral, par les centres vestibulaires aussi. D'accord? Le cervelet, il intervient l'équilibre surtout. L'équilibre, en parlant de la locomotion. Très bien.
Très bien, sachant que le cervelet a d'autres fonctions. On a le néocervelet, le paléocervelet, l'archéocervelet. Chaque partie du cervelet a les fonctions de excellent. Très bien. L'animal spinal. Oui, la spinalisation. L'animal spinal dont on aurait interrompu les communications entre la moelle et le cerveau. La spinalisation est le fait de couper les liaisons entre les centres supraspinaux et la moelle épinière. Très bien. Est capable de réagir inconsciemment et involontairement à des stimulations portées sur ses membres paralysés, étant donné que la destruction de la moelle épinière abolit ces réactions. Ils sont dits réflexes médulaires. Alors, on va résumer j'ai un animal. L'animal, je vais lui faire subir une spinalisation. La spinalisation, c'est quoi? C'est le fait de couper les liaisons entre la moelle épinière et les centres supérieurs. عرفتي اللي ندير لكم دوكا لا سبيناليزاسيون خاص نقراوها من بعد في النورو نقراو لو سيندروم بيراميدال و سيندروم le choc spinal. On va les citer très rapidement. Très bien. La spinalisation qu'est-ce qu'il va y avoir? Dans la première phase, il va y avoir le choc spinal. L'organisme ça va faire une hypotonie, une aréflexie, une atonie, où l'organisme est incapable de se mouvoir, ou une hypotonie flasque. D'accord. Les réflexes myotatiques vont disparaître. J'aurai un corps comme une poupée. Après une certaine durée, quelques jours à quelques semaines, quelques heures à quelques jours, il y aura une récupération des fonctions autonomes de la moelle. J'aurai une hypertonie spastique, ou élastique. J'aurai des réflexes qui sont vifs, des réflexes qui sont vifs. J'aurai un Babinski positif qui fait partie du syndrome pyramidal, plus les autres constituants de le syndrome pyramidal, qui n'est pas le syndrome pyramidal, on va les décrire en détail. C'est quoi le but de l'expérience? On a dépassé l'étape de l'hypotonie flasque. Qui est l'étape hypertonique? Quand je cherche un réflexe, il dit le réflexe. Non seulement il dit j'ai un réflexe, mais le réflexe il est vif. Qu'est-ce que j'en déduis? Je déduis que la moelle épinière a une fonction autonome qui ne dépend pas des fonctions supérieures. Les réflexes, ils les ont appelés réflexes médulaires parce qu'ils ne dépendent que de la moelle seule. Il faut savoir que les centres supramédulaires ont une fonction inhibitrice sur la moelle. Ils ont une fonction inhibitrice. Maintenant, la moelle, quand elle travaille seule, elle me donne une hypertonie. C'est l'hypertonie qui donne la rigidité de la paralysie. Les centres supraspinaux, ils contrôlent, ils régulent cette tonicité de la moelle et font en sorte qu'il y ait un équilibre entre les muscles agonistes et les muscles antagonistes. On est d'accord? Donc j'ai la moelle épinière et j'ai les centres supraspinaux. Les centres supraspinaux vont exercer un contrôle inhibiteur ou régulateur de la moelle. On est d'accord? Quand il y a abolition de ce contrôle, je vais voir ou je vais remarquer qu'il y a persistance des réflexes de la moelle, donc je vais les nommer réflexes médulaires et je vais déduire que la moelle a une fonction intrinsèque qui ne dépend pas des centres supérieurs. Elle ne joue pas le rôle de conducteur barque, elle joue aussi le rôle d'un centre. Donc la moelle épinière appartient au système nerveux central. Elle appartient au système nerveux central, elle n'appartient pas au système nerveux périphérique, puisqu'elle possède des neurones propres à elle, et puisque ces neurones sont capables de produire des réflexes ou de réguler les réflexes. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, la moelle épinière fait partie du système nerveux central. Et les réflexes qui en dépendent sont dits réflexes médulaires. Très bien. Définition. Le réflexe médulaire est une réponse musculaire, contraction ou relâchement, involontaire, maintenant sans notre volonté, inconsciente, maintenant on peut ne pas en avoir conscience, maintenant elle peut arriver sans que nous le sachions et sans que nous le voulions, prévisible et stéréotypé. Prévisible, c'est quoi prévisible? Prévisible veut dire que j'attends de la réponse suite à cette excitation. D'accord? J'attends ce type de réponse suite à ce type de réaction. Donc elle est prévisible. Mais elle est stéréotypée, c'est-à-dire qu'elle se répète et on a le même type de réponse suite au même type de stimulation. D'accord? Elle est induite par une stimulation périphérique mettant en jeu les récepteurs cutanés
virgule, proprioceptif, virgule, viscéraux. Qui peut me donner des exemples? Un récepteur cutané. Qui peut me donner un réflexe? Oui, j'implique un récepteur cutané. C'est quel réflexe? Attendez, un réflexe. Oui, quand je touche la brûlure, par exemple, c'est un récepteur cutané. Zido, le réflexe cutané plantaire. Non, le réflexe cutané plantaire. Le Babinski, c'est quelque chose de pathologique. Donc, il faut bien, le réflexe cutané plantaire, quand je prends une pointe mousse, une clé, et que j'effleure la pointe du pied, la racine du pied, la plante du pied, de la racine jusqu'au gros orteil, j'aurai, qu'est-ce que j'ai? J'ai une flexion une flexion plantaire. On l'appelle une flexion, peut-être la dorsiflexion, qui est la flexion plantaire ou l'extension. Une flexion plantaire des orteils. C'est un réflexe cutané. Il est des réflexes cutanés plantaires. Quand il y a les réflexes cutanés abdominaux, quand je prends une pointe mousse et que j'effleure la peau, l'abdomen, j'aurai une contraction des muscles abdominaux où je vais remarquer l'ombilique qui bouge. D'accord? Et les réflexes, ils ont une valeur topographique très très importante. Qu'est-ce que veut dire le mot topographique? Topographique, il faut savoir qu'en neurologie, Inch'Allah, il faut savoir que les récepteurs que vous êtes en train d'étudier, ou les réflexes que vous êtes en train d'étudier, ou la motricité que vous allez étudier, ils ont une importance. Ils ont une importance topographique. Où je mets une importance topographique? Mais quand il y a une atteinte de ce muscle précisément, je vais être orienté vers cette racine, ou vers cette partie du système nerveux périphérique, ou vers cette partie du système nerveux central. Donc je vais être orienté par rapport à la localisation de la lésion, par rapport à la localisation de l'anomalie, vers la localisation de la lésion. Voilà, excellent. Pour les lésions cutanées. Dans les lésions cutanées, on a le dermatome. Le dermatome, c'est quoi? C'est la représentation topographique ou la géographique, grossièrement, topographique, les racines au niveau de la peau. Donc, quand j'effleure au niveau du processus xiphoïde, quand j'effleure à cette partie, c'est les racines entre D6 et D10. Donc, quand j'effleure cette partie et que j'ai un réflexe cutané abdominal aboli, je dis que cette racine est atteinte. Donc, ils ont une valeur topographique. Non seulement cliniquement, il faut savoir localiser la lésion cliniquement. D'accord? Donc, en recherchant les réflexes, en testant la sensibilité, il faut tester les dermatomes, dermatome par dermatome, avec une petite carte. Au niveau, un petit schéma d'un petit temps sur lequel on va tracer où il y a les dermatomes blancs, où il y a les dermatomes blancs. Il faut toujours tester les dermatomes qui fâchent. Comment on teste les dermatomes? Avec une sensibilité chaude, froide, douloureuse, cutanée, épicritique, la sensibilité épicritique, qui est la sensibilité superficielle et la sensibilité profonde. La sensibilité superficielle, elle est protopathique et épicritique. La sensibilité tactile. Maintenant, la sensibilité chaleureuse. À la chaleur, chaud et froid, et la sensibilité algique. Les deux font la sensibilité thermo-algésique. Donc il faut tester les deux sensibilités et il faut les tester de la périphérie vers le centre. Quand on teste, Je voulais ça. Non. Non. Parce que les dermatomes se chevauchent. Les dermatomes au niveau du centre, dermatome et la dermatome. Une réponse. Il peut y avoir une atteinte, on peut faire normal. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre dermatome qui va compenser. Donc, dans la périphérie vers le centre. D'accord? On a compris la notion de dermatome. Très bien. Récepteur cutané, proprioceptif. Attendez, un récepteur proprioceptif. Très bien, les récepteurs tendinaux. Les récepteurs viscéraux. Voilà, on sent qu'on a plus faim au niveau. Oui, je parle de sensibilité consciente. Non, qu'il y a des récepteurs conscients. Cutanés, il est conscient.
Voilà, par exemple, je peux avoir la douleur viscérale. Regarde, c'est ça. La proprioception et la sensibilité profonde. Regarde. Par exemple, la palesthésie, c'est une sensibilité profonde. Quand vous prenez un téléphone et que vous sentez les vibrations terre, les vibrations, c'est une sensibilité profonde. La palesthésie, la stéréognosie, la capacité de reconnaître des objets par leur forme. Donc, quand et vous savez que c'est un téléphone. Mais là, texte bon, par la texture. Mais la consistance ou la forme. Donc la capacité de reconnaître les formes des objets sans les regarder, elle fait partie de la proprioception. Donc c'est la sensibilité profonde. D'accord, la palesthésie, la stéréognosie, la graphesthésie, le fait de dessiner des formes sur la main et de les reconnaître, etc. etc. D'accord. L'arc réflexe est considéré comme le substratum anatomique. Que veut dire substratum anatomique? C'est ça ce qui fait la compréhension. Quand on prend un cours et qu'on essaie de l'aborder ou de l'apprendre, on la physiologie. La physiologie, on les réflexes médulaires. Quand vous passez par des phrases, si vous n'arrivez pas à expliquer comme les mots ou comme les expressions contenues dans ce cours, quand je passe par le terme substratum anatomique, je dois savoir ce que c'est un substratum anatomique. La notion, je dois pouvoir l'expliquer à moi-même et l'expliquer à quelqu'un d'autre. Est-ce que tu as un substratum anatomique? Qui fait? Donc il fallait qui compte tout ça juste le substratum anatomique, tu as le substratum anatomique ou des explications. C'est ça. Donc il faut toujours chercher. Le substratum anatomique est le constituant physique et organique de la chose. Pour réaliser une fonction, il faut le mettre dans, il faut un substratum, il faut une matière. Le substratum anatomique, c'est la matière vivante, responsable d'une fonction et dont l'atteinte sera responsable d'une pathologie. C'est le substratum anatomique. Le substratum anatomique, c'est la vision. Quand vous savez définir l'expression, vous pouvez répondre à n'importe quelle question. Quel est le substratum anatomique de la vision? Très bien. Entre autres, très bien, l'œil, la rétine, le nerf optique, les radiations, les bandelettes optiques, le chiasme optique, les radiations optiques, le lobe occipital. C'est le substratum anatomique de la vision. C'est la matière vivante qui est responsable de la vision et dont l'atteinte sera responsable de la disparition de cette fonction. C'est le substratum anatomique. Donc chaque pathologie doit avoir un substratum anatomique. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que la phrase est juste? Chaque pathologie doit avoir un substratum anatomique. Est-ce que c'est juste? C'est faux. Non. Certaines pathologies sont dites cryptogéniques, sont dites surtout idiopathiques. Les maladies idiopathiques, ce sont les maladies qu'on ne peut pas expliquer et dont on ne trouve pas de substratum anatomique. Qu'il y a certaines maladies, il n'y a pas de substratum anatomique. D'accord? Oui, on arrive. Oui, voilà, c'est ça. On n'est pas encore. Oui, elle a raison. Qu'il y a les maladies qui sont idiopathiques, mais finalement c'est ça. Donc tout ce que nous ne savons pas, tout ce que nous ne connaissons pas, c'est idiopathique. Donc, quand même idiopathique jusqu'à preuve du contraire. Qui fait pour nous donnons un substratum anatomique ou un substratum organique? C'est parce que oui, nous sommes des idiots. Nous ne sommes pas des idiots quand même. Nous ne sommes pas assez intelligents pour l'instant pour trouver la cause. Donc, toutes les pathologies n'ont pas un substratum explicable. Le zona, a des dermatomes préférentiels. Bon, le zona c'est quoi? Le zona est une maladie infectieuse, virale, dû au virus éruptif, dû au virus varicelle zona virus, VZV. Varicelle zona virus, en nous infectant la première fois, et une infection qui est généralisée, cutanée, c'est une infection virale, on a éruptive,
érythémato-vésiculeuses, elles donnent des érythèmes et des petits vésicules qui sont généralisés par plusieurs poussées. Ils apparaissent en plusieurs poussées. Maintenant, on des éléments d'âge différents. On des vésicules, on des pustules, on même des croûtes. Une vésicule, la vésicule elle va se pustuliser, elle va se transformer en croûte ou croûte millicérique. La croûte elle va ensuite disparaître. Donc il y a plusieurs poussées. Les poussées il va disparaître en 21 jours. Très bien, la porte d'entrée de la varicelle zonavirus, c'est une porte d'entrée respiratoire où on peut être infecté par les vésicules contaminantes. D'accord? Il faut savoir que le varicelle zonavirus, c'est une maladie qui est, elle est immunisante, l'organisme n'éradique pas le virus. Qui met l'herpès, le virus n'est pas éradiqué, donc il va être dans l'organisme, il va être les ganglions nerveux. D'accord? Très bien. S'il y a une immunodéficience, une personne jeune ce n'est pas courant chez une personne jeune et saine d'avoir un zona. Un zona chez une personne après 50 ans, il peut être normal. Sinon, devant un zona, si le sujet est jeune, il faut toujours chercher une immunodéficience. La sérologie VIH, il faut chercher une corticothérapie, il faut chercher une cause qui a diminué l'immunité. La région préférentielle pour le zona, c'est le zona thoracique. Et bien surtout le thorax. On a d'autres zones qui peuvent être très graves, le zona ophtalmique, le zona céphalique, le zona qui est l'oreille, il y a une partie de l'organisme. Il y a des dermatomes, puisqu'il a un neurotropisme, il travaille avec les cellules nerveuses. D'accord? Donc il peut se manifester. Généralement, on a les zones thoraciques, c'est le zone au niveau du cou, au niveau des oreilles, le zone ophtalmique qui est très grave, voilà, parce qu'il y a risque de cécité. D'accord? Voilà. Donc il y a un tropisme neurologique. Merci pour avec ça, comme salam. Substratum anatomique. D'accord? Alors est-ce qu'on a un droit de zone? C'est bon. C'est bon. Ah oui, idiopathique, oui, c'est ça. L'arc réflexe est considéré comme le substratum anatomique. Alors, je vais le substratum anatomique. Dont l'intégrité est nécessaire pour toute activité réflexe médulaire. Classification. Donc, on va les classer kif. On a plusieurs critères pour classer les choses. J'ai plusieurs critères pour classer. Désolé, mais je couplé. Déjà, j'aime pas les couplés. Non, pas le zona, monsieur. Non. On a respiratoire, on a digestif. L'herpès, oui. Ou non. Surtout, qu'est-ce qu'on craint? Les aftes. Je ne sais pas, je ne crois pas. L'hépatite A ou l'hépatite E. انتم تخافوا والو خاطر عايشين في الجزائر كاع عندكم ليباتيت خاطر كاع طاحت لكم في تاكلوا بالمغارف تاع خاوتكم حنا لي زالجيريان اون با تري بون l'hépatite elle est banale chez l'hépatite A ou l'hépatite E, elles sont banales chez l'enfant. D'accord. Par contre, chez les sujets âgés, elles peuvent être très graves. Les Européens qui ils ont un vaccin contre l'hépatite A ou l'E. كاين واحده فيهم عندها vaccin A. Il se vaccine. خاطش هما نقيين بزاف. تالمون نقيين بزاف مساكن ما يمرضوش بها كي يكونوا صغار. حنا كامل عندنا. كامل كندير لكم سيرولوجي تاع l'hépatite A عندكم. فوالا. Justement, selon la nature du récepteur, à point de départ cutané, c'est le réflexe extéroceptif. Extéroceptif parce que le stimulateur appartient à l'environnement. Le récepteur, il est en contact avec le milieu externe. Ça ou là? Ça. Qui met le réflexe ipsilatéral de flexion, post-douleur ou la post-chaleur. Ipsi, c'est homme, oui. Oui. À point de départ musculo-tendineux, c'est le réflexe proprioceptif qui met le réflexe myotatique. Le réflexe myotatique, c'est quoi? C'est le fait qu'un muscle se contracte suite à son étirement. Voilà, on dépend de la longueur, il y a une contraction longueur dépendante, ou une contraction qui est temps dépendante ou la force dépendante.
Donc, suite à son étirement, le muscle se contracte. Il y a aussi le réflexe idiomusculaire. D'accord? Idiomusculaire, c'est quoi? C'est le fait qu'un muscle se contracte suite à un coup. Donc il faut le chercher chez les patients. Quand on recherche les réflexes, avec le marteau réflexe, moi j'ai des marteaux réflexes, quelques réflexes. Les réflexes, les marteaux. La prochaine fois, Inch'Allah. Quand on frappe un muscle, il peut. Je vais vous montrer un réflexe chez un patient que j'ai filmé, avec son autorisation bien sûr, qui a un réflexe stylo-radial vif, صورته. C'est très beau à voir. Voilà. مسكين عنده مرض يتشاركوا وحنا نضحكوا هو شيخ كبير هكذا فوالا ويبان لكم شوفوا ويبان شفتوا شحال يلي فيف يطلع يدو هكذا. On frappe, hop, il y a une contraction. هذا stylo radial. Je frappe le tendon. C'est un réflexe musculo-tendineux. Non, ماشي myotatique ou ماشي idiomusculaire. Idiomusculaire, on frappe le muscle. Idiomusculaire, on frappe le muscle. Et myotatique, on allonge le muscle. Osteotendineux, on frappe le tendon. Voilà, on compte sur les récepteurs tendineux. D'accord? Donc, selon l'organisation des connexions et le nombre de synapses mis en jeu. Un réflexe monosynaptique ou un réflexe polysynaptique. Le réflexe monosynaptique, la connexion entre la fibre sensorielle afférente et le motoneurone alpha se fait par une seule synapse. C'est le cas du réflexe myotatique. Le réflexe myotatique, c'est le réflexe par excellence. Il connaît le lycée. Une fibre afférente. Non, alors on ne va pas utiliser l'interneurone. L'interneurone, c'est pour l'inhibition. La fibre afférente, hop, fibre efférente. Il stimule, il y a le motoneurone alpha. D'accord? Polysynaptique maintenant. La connexion entre la fibre afférente et le motoneurone alpha se fait par l'intermédiaire de deux synapses ou plus. On peut avoir plusieurs synapses. C'est-à-dire qu'il y a un interneurone ou plus. C'est le cas du réflexe ipsilatéral de flexion. Le réflexe ipsilatéral de flexion le possède. Il y a des interneurones entre la fibre sensitive et la fibre motrice. C'est le motoneurone alpha. Oui, toujours. Dans tous les réflexes, on prend un muscle à part, on est en train d'en parler. Pour ça, il faut savoir que lorsqu'il y a des réflexes, toujours il y a activation du muscle agoniste responsable du mouvement et il doit y avoir inhibition du muscle antagoniste. Cette inhibition du muscle antagoniste, elle se fait via des interneurones inhibiteurs. D'accord? Donc, la fibre sensitive, elle envoie des fibres. Les fibres, elle envoie des fibres pour stimuler l'agoniste, mais elle envoie aussi des fibres vers des interneurones inhibiteurs qui vont se connecter avec les fibres motrices antagonistes pour les inhiber. D'accord? L'inhibition réciproque. Oui, voilà, l'inhibition réciproque. À chaque fois que j'ai un mouvement, l'agoniste, il est stimulé, l'antagoniste, il est inhibé. Dans le mouvement inverse, par exemple, le réflexe tricipital, j'ai une contraction, une stimulation du triceps et une inhibition des muscles de la flexion, c'est-à-dire le long supinateur, le biceps brachial, biceps, long supinateur, ou le brachial antérieur.
Le réflexe myotatique ou le réflexe myotatique ou le réflexe myotatique, il dépend de l'allongement ou de l'étirement du muscle. Le muscle, je l'étire, d'accord, il y aura contraction. Est-ce qu'on est d'accord? Ipsilatéral de flexion, il y a un récepteur cutané qui va tester la. Donc la stimulation, elle est cutanée. C'est une stimulation douloureuse ou la chaleureuse, thermoalgésique. Donc après cette stimulation, hop, il y aura un mouvement involontaire. D'accord? Aïe. Polysynaptique, monosynaptique, selon le type de réaction déclenchée. Un réflexe, le type de réaction, c'est le type d'action ou le résultat. Je peux avoir un réflexe de flexion, la réponse musculaire est une flexion. Je peux avoir un réflexe d'extension, qui est le réflexe tricipital, le réflexe est une extension. Non, cela dépend du muscle. Le triceps, donne-le un réflexe myotatique. C'est des répartitions différentes. Il y a une répartition selon le nombre de synapses, selon le type d'action, selon. Je peux avoir un réflexe d'extension, le muscle responsable de ce réflexe d'extension, un réflexe myotatique. Après l'avoir enlevé après avoir enlevé le chef, ou allongé, ou expérimentalement un réflexe myotatique. De façon générale, on distingue deux types de réflexes. Les réflexes d'étirement, réponse réflexe du muscle à son propre étirement, voilà, comme le réflexe myotatique. Un réflexe d'étirement, réponse réflexe du muscle suite à son propre étirement, qui met le réflexe myotatique. Réflexe de flexion, réponse réflexe du muscle ou d'un groupe musculaire permettant le retrait d'un membre d'une stimulation nociceptive, capable d'induire une lésion cutanée, qui est le réflexe ipsilatéral de flexion. Donc si on veut comparer entre le réflexe ipsilatéral de flexion ou le réflexe myotatique, le réflexe myotatique c'est un réflexe qui est dû à l'allongement du muscle et dans le résultat d'une contraction de ce même muscle. Le réflexe ipsilatéral de flexion c'est quoi? Le réflexe ipsilatéral de flexion c'est une contraction qui induit une flexion qui fait suite à une stimulation cutanée douloureuse. On est d'accord? Bon. Aïe. Organisation générale de l'arc réflexe. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'il faut reprendre quelque chose? C'est quoi le réflexe myotatique? Je vais poser des questions. C'est quoi le réflexe myotatique? C'est la contraction qui est due à un étirement du muscle. C'est quoi le réflexe idiomusculaire? Idiomusculaire. Oui. C'est la contraction du muscle suite à une action sur ce muscle. D'accord. Un choc induit sur ce muscle. C'est quoi le réflexe? Le réflexe idiomusculaire, c'est la contraction du muscle suite à un choc. Hagda. مسكين عطشان قط هذا. نعم. Nociceptif معناتها douloureux. معناتها sensibilité douloureuse. Septif, un récepteur. Nocif. Voilà, douloureux. Organisation générale de l'arc réflexe. On reste concentré. Ah voilà, il faut que je mette debout pour que je vois. Le versant afférent. Donc, à la base, le réflexe est réalisé via un axe. Un arc réflexe. L'arc hadaya fait deux versants. Et le récepteur, une voie afférente, un centre, une voie efférente, un effecteur. D'accord? Récepteur, afférence, centre, efférence, effecteur. Récepteur, afférence, quelque chose qui est afférent, qui entre. Le centre, quelque chose qui est efférent, qui sort. L'effecteur. Afférent.
effecteur. Et le récepteur. Le récepteur, il peut être cutané ou musculaire, on l'a déjà dit. L'énergie physique ou chimique du stimulé s'est transformée en un signal électrique. C'est la transduction. Le message de signalisation, je vais le transformer en un message électrique. C'est quoi? C'est la dépolarisation, le potentiel d'action que je vais envoyer la fibre afférente. D'accord? La voie afférente, ce sont des fibres sensitives véhiculant l'information jusqu'au système nerveux. Non, c'est votre camarade qui avait raison. Psy. Psy, Hadia Psy. Pour l'instant, c'est Psy. Aïe. Voie afférente, classe, centre nerveux. Je suis désolé, tout ça. Centre nerveux, il est représenté par la moelle épinière. C'est le centre d'intégration au sein duquel se trouvent des connexions plus ou moins complexes. On a oublié, la moelle épinière, c'est le centre où il y a des connexions entre les fibres afférentes et les fibres efférentes. Elles peuvent être monosynaptiques ou polysynaptiques. Là, on se répète. Pour les réflexes bulbaires, le centre nerveux est le tronc cérébral qui met le réflexe de clignement. Réflexe de clignement. Réflexe de clignement, c'est un peu. Clignement dû à quoi? Il y a plusieurs réflexes qui peuvent donner le clignement. Il y a le réflexe à la menace. D'accord? Il y a le réflexe. Comment ça s'appelle? Le réflexe nasopalpébral. Nasopalpébral, maintenant je prends le pouce taille et je commence à frapper. Voilà. Ce réflexe doit être fatigable. Quand est-ce que ça dépasse 10? Quelles sont les fibres? Qu'est-ce qu'on sensibilise? Le 5, trijumeau. Ou la contraction, c'est le 7. C'est le 7. C'est les muscles orbiculaires. La fermeture des yeux, c'est les muscles orbiculaires. Ou le centre, c'est le tronc cérébral. Parkinson. D'accord? C'est le réflexe nasopalpébral. Il y a des autres réflexes. Il y a le réflexe à la menace. Il y a le réflexe cornéen. Le réflexe cornéen, c'est quoi? Le réflexe cornéen, c'est un réflexe qui fait un récepteur. Le récepteur, c'est quoi? C'est la cornée. Quelle est la différence entre la cornée et la sclère? Quelle est la différence entre la cornée et la sclère? Vous passez en deuxième année. La cornée est transparente, sclérotique, oui, oui. C'est incomplet. Non. C'est une branche, c'est oui, 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 oui. Chez fibreuse. Les fibres, des superposées. Voilà, c'est un peu ça. La cornée, c'est celle qui est en avant. C'est celle qui recouvre l'iris, ou la pupille. Elle est transparente. Pourquoi elle est transparente? Parce que les fibres conjonctives sont parallèles. D'accord. Qui nous rejoint la cornée, on aura la sclère où les fibres conjonctives sont croisées. D'accord. Donc elles sont opaques. Elles sont opaques. Donc la sclère est opaque. Par contre, comment ça s'appelle? La cornée, elle est transparente, donc elle laisse l'œil entrer. Très bien. Le clignement des yeux suite à un réflexe cornéen, comment elle est diagnostiquée, comment elle est recherchée? Du coton effilé, on le pose la cornée, la sclère. On demande au patient de regarder d'un autre côté, on dit le coton latéralement. Pourquoi? Pour éviter le réflexe à la menace. Le clignement des yeux, il peut être intriqué plusieurs réflexes. Donc pour ne pas avoir de faux résultats, pour éviter le réflexe à la menace, du coup le coton effilé, on a oui, la cornée. Et là où je suis là, fermeture des yeux, clignement d'œil. C'est quoi l'afférence? L'afférence. Le récepteur, c'est quoi? La cornée. La cornée. Mais chez le photorécepteur là, c'est une sensibilité tactile. Attention. Qui te met تحسها ما تمسش عينك بصح كتطرس يدك هكذا دي توشي في عينك تحسها. On sent les globes oculaires sont sensibles. D'accord? Très bien. Le récepteur, c'est quoi? C'est là? Cornée. La voie afférente, c'est quoi? Le 5.
Le trijumeau. Le trijumeau par quelle branche? Ophtalmique. Le trijumeau il possède 3 branches, ophtalmique, maxillaire supérieur, maxillaire inférieur ou la mandibulaire. Donc, le trijumeau par sa branche ophtalmique. Le centre, c'est le tronc cérébral. Ou la voie afférente, c'est quoi? C'est le 7. Le 7. Le nerf facial. Le nerf facial. Oui, كيما هاد لو ريفلكس تاع السخانه وتاع الحريق شحال يدخل فيه من النار؟ دو نير une voie afférente et une voie efférente deux. Non, je ne sais pas les Oui, deux types de nerfs. Oui, parce qu'il a raison. Parce que certains nerfs sont mixtes, les nerfs crâniens. كاين les sensitifs ou moteurs. بصح هنا يدخلوا فيه deux nerfs différents. Le 5 pour la voie afférente, le 7 pour la voie efférente. D'accord? D'accord? Et les deux sont... Qui m'a dit que les deux sont mixtes. Bark, le 7, ce n'est pas lui qui est mixte, qui est le 7 moteur ou qui est l'intermédiaire de Riesberg. Le 7 bis. Voilà, l'intermédiaire de Riesberg qui est... Qui est sensitif, sensoriel et végétatif. Sensitif, sensoriel et végétatif. Sensitif, zone de Ramsay-Hunt. Sensoriel, les deux tiers antérieurs de la langue. Végétatif, les glandes sublinguales et sous-maxillaires. D'accord? Plus les sécrétions lacrymales et les sécrétions nasales. Différence entre sensoriel et Très bien. Sensitif, maintenant, il est impliqué dans la sensation. Sensibilité cutanée, sensibilité épicritique, protopathique. Maintenant, il intervient dans la sensibilité. Sensoriel, Voilà, il dépend d'un organe sensoriel. Maintenant, on peut dire que tout ce qui est sensoriel est sensitif, mais tout ce qui est sensitif n'est pas sensoriel. Un nerf sensoriel, c'est un nerf qui est en relation avec un organe des sens. D'accord? On continue. Haya. Donc, qui m'a le réflexe de clignement, ce n'est pas très juste, ce n'est pas très précis de dire réflexe de clignement. Il faut citer quel réflexe de clignement. D'accord? Versant efférent. Voie efférente, les fibres du motoneurone alpha dans le soma et dans la corne antérieure, on le sait, dans la corne antérieure. Où est le soma à la fibre sensitive? Très bien, les ganglions sensitifs. Voilà. Effecteur, le muscle strié squelettique, fléchisseur ou extenseur. Ou autre, abducteur, adducteur, pronateur, supinateur. Le réflexe myotatique, donc, définition, c'est une contraction réflexe du muscle en réponse à son étirement. C'est un réflexe monosynaptique. Il joue un rôle fondamental dans le tonus musculaire et les processus antigravitaires. Maintenant, quand le muscle... Il faut savoir que le muscle, il a un problème. Le muscle, il a un problème. C'est quoi le problème du muscle? C'est qu'il a un poids. D'accord? Et le poids du muscle va agir sur son action. Par exemple, le biceps ou le triceps. Il doit agir contre la gravitation parce qu'il a un poids. Donc, n'imaginez pas que les muscles, c'est des objets comme le squelette ou le non. Les muscles sont fixés par des tendons sur des ligaments, des ligaments sur des os. Il faut savoir que le muscle se retient شيء يدروحو. شفتوا كيما كاين بنادم مطلوق كاين بنادم شيء يدروحو. كاين انسان qui quand il marche, il a une marche assurée. Et c'est bien de montrer l'assurance. كيمشي الانسان لازم il faut avoir une marche assurée. تعرفوها مرفوعه الهامه يمشي منتصبه. تعرفيها؟ واش تعرفيها؟ تعرفيها فوالا. مرفوع القامة أمشي منتصب الهامة أمشي في يدي قصفة زيتون وعلى كتفي ناشي وعلى كتفي ناشي. شكون نشدها شغلناها مارسيل خليفة. المهم donc il faut montrer une assurance. Le muscle il a une assurance le muscle. Donc le muscle se retient, qu'il y a une contraction du muscle suite à son propre étirement. Mais l'étirement du muscle, je n'ai pas enlevé le muscle de son ligament, je n'ai pas enlevé le muscle de son emplacement. Le muscle, qu'est-ce qui le tire? Son poids. Voilà, son poids. Donc le muscle il subit son poids, donc il est étiré. Donc il va lutter contre cet étirement. Sinon, donc il va se tenir lui-même.
Oui, c'est le réflexe myotatique. D'accord. Oui, il sera dans la lutte contre la gravitation. Oui. La gravitation, c'est une stimulation. Oui, et c'est pour cela qu'il est involontaire. Le poids ou le stimulus sont sa propre masse. ومع نقدر نزيدوا له اكسبيريمونطالمون نقدروا نحيو له المسكل ونمدوا له ونزيدوا له دي ماس ونلاحظوا باللي قد ما نزيد لا ماس قد ما نزيد لا كونتراكسيون jusqu'à ce que il va se relâcher كامل. Il ne peut plus lutter contre la marche. تعاوننا تنتدي باش نرفدوا القضيان اللي راح يقضي. D'accord. Donc quand nous portons du poids بلا ما نطلعوا يدينا le muscle va lutter contre هذاك لو بوا صح ولا لا؟ نقدر تمشي هكذا كيفاش كنرفد لو بوا هذاك؟ Le poids, il est porté parce qu'il y a un réflexe myotatique. Le batata qui est chez les antigravitaire mise en évidence dans le cadre de l'expérience menée par Sherrington toujours. مسكين هذا شيرينغتون واش قتل ماشي هو اللي مسكين واش قتل القنين الضفادع الكلاب باش نتوما تقراو. Donc voilà, petite pensée à tous les lapins اللي ماتوا باش نقراو. Sur le quadriceps d'un chat, voilà, d'un chat décérébré dont la peau a été énervée. Allez. L'on constate lors de la traction sur le muscle le développement d'une tension. Donc on dit un poids sur le quadriceps. Quel est le muscle, en parlant de poids, quel est le muscle le plus puissant de l'organisme rapporté à son poids? Et le quadriceps. Donc c'est faux. Rapporté à son poids. Mais c'est bon, les quatrième cadeau. اليوم اللي حيزيد يعطيها لكم. C'est juste, ça ce n'est pas précis. C'est le masséter. Ça c'était faux. Donc non, mais c'est le masséter. C'est puissant, c'est le muscle le plus puissant rapporté à son poids. هي le masséter. العظمة. Quelle عظمة? Le maxillaire. Ça je le savais. Voilà, donc le masséter. Il y a une tension. Après une phase initiale plus intense, a été énervé, on constate lors de la traction sur le muscle le développement d'une tension. Après une phase initiale plus intense, dynamique, elle se maintient à un plateau. La masse, j'ajoute la masse, il ajoute la tension. Il va combattre cette élévation de tension à un certain moment où ce sera stable. Il ne peut plus lutter contre l'augmentation de masse. Après une phase initiale plus intense dynamique, elle se maintient à un plateau pendant toute la durée de la traction, puis disparaît rapidement lorsque le muscle retrouve sa longueur initiale. Maintenant, la masse, après que le muscle ait retrouvé sa longueur initiale, le tonus, il disparaît. Il ne va dépendre que de son poids. À la section du nerf sensitif, la courbe tension longueur, le muscle physiologie du muscle strié. C'est un cours très important. Deuxième trimestre. Premier était net. À la section du nerf sensitif, l'on n'obtient qu'une légère tension. À la section du nerf sensitif, l'on n'obtient qu'une légère tension due aux éléments viscéraux élastiques. Elle est comparable à celle d'un système élastique passif, tension passive. À la section du nerf sensitif, l'on n'obtient qu'une légère tension due aux éléments viscéraux élastiques. À la section du nerf sensitif, l'on obtient la différence entre les tensions T et P correspond à la tension développée par le réflexe myotatique. La poids a été énervé, l'on constate lors de la traction du muscle le développement d'une tension T. À la section du nerf sensitif, l'on n'obtient qu'une légère tension due aux éléments viscéraux élastiques. Elle est comparable à celle d'un système élastique passif. La différence entre T et P correspond à la tension développée par le réflexe myotatique. Très bien. Donc, j'ai pris le muscle, j'ai appliqué un poids, j'ai vu quelle est la capacité du muscle, à se contracter suite à la présence d'une masse. J'avais utilisé une masse.
Je reprends. شوفوا حكمت انا un muscle, حكمت le quadriceps d'un chat. قتلت le chat, ذبحته, نحيت le quadriceps, علقت le quadriceps, j'ai pris une masse et je l'ai fixé sur le muscle. Moi, j'ai commencé à augmenter la masse jusqu'à avoir une quantité stable, un tonus stable, une lutte contre cette masse qui est stable. D'accord? Très bien. J'enlève la masse. Ma نحكم هذاك le muscle et je lui enlève la section du nerf sensitif, on obtient une légère tension due aux éléments viscéraux élastiques. Elle est comparable à celle d'un système élastique passif. La section du nerf sensitif, je ne sais pas s'il a pris un autre champ. On m'a dit les fibres sensitives. C'est pour voir la tension exercée par le muscle. Mais sans qu'il y ait une stimulation cutanée. La stimulation, la contraction du muscle, la tension qui va être appliquée sur le muscle, elle ne dépend que sur des récepteurs proprioceptifs. Je vais prendre un autre champ, où il y a le même muscle, l'essentiel, sans qu'il y ait de récepteurs sensitifs. Les récepteurs sensitifs, je vais les couper. Pourquoi je vais les couper? Pour éliminer toute autre stimulation. Je ne vais avoir que les récepteurs viscéraux. Viscéro-élastique, d'accord? Je vais remesurer la tension. Je remesure la tension sans utiliser une masse. D'accord? Maintenant, je laisse le muscle à lui-même. On est d'accord? Je mesure avec la nouvelle tension. La différence entre les deux tensions, la tension sans masse ou la tension avec masse, la différence entre les deux tensions correspond à la tension développée par le réflexe myotatique. Le réflexe myotatique, c'est quoi? Le réflexe myotatique, c'est la contraction du muscle suite à l'application d'une masse sur ce muscle. Il faut savoir que la tension du muscle, je peux dire que le muscle, suite à son poids, a une tension. J'avais dit ça. Le muscle, suite à son propre poids, il a une tension, il se tient. Donc, le réflexe myotatique, si je veux le mesurer, je ne peux pas dire P. T moins 0. J'ai pris un muscle, j'ai pris le quadriceps du chat, j'ai mesuré la tension. On est d'accord, j'ai mesuré la tension. La tension, mais le réflexe myotatique, c'est cette tension moins la tension naturelle qui fait suite à son propre poids. Je ne peux pas dire T naqs P. T moins P. P c'est quoi? P c'est la tension du muscle laissé à lui-même. On est d'accord? P, c'est la tension du muscle laissé à lui-même. T, c'est la tension du muscle après application de la masse. La différence entre les deux représente la force du réflexe myotatique. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, j'ai pris un chat, je lui ai enlevé le quadriceps, j'ai utilisé une masse, j'ai calculé une tension. La tension, je l'ai appelée T. Très bien. J'ai enlevé la tension, j'ai eu une autre tension. La tension, je l'ai appelée P. La différence entre les deux, c'est la force du réflexe myotatique. Est-ce que c'est clair? D'accord? D'accord? Sûr? Sûr? Je connais, je suis peut-être pas loin. Sûr? Je reprends. J'ai un quadriceps. Je veux mettre en évidence le réflexe myotatique. Très bien. Pour mettre en évidence la tension du réflexe myotatique. Donc, le muscle TI, je dois mettre en évidence, je sais qu'il y a un réflexe myotatique. Le réflexe myotatique, comment je peux le mettre en évidence? En mettant en évidence une force de ce réflexe. C'est quoi par définition le réflexe myotatique? Le réflexe myotatique, c'est un muscle, je le tire, il se contracte. Donc là, j'ai pris un muscle. Il se contracte quand je le tire. Je prends le muscle, un support, le muscle, j'allonge le muscle, je mets une masse. Quand je mets la masse, je mesure la tension du muscle. La tension s'élève. Il y a une contraction du muscle. La masse, je mets une autre masse. D'accord? Je remarque qu'il y a une tension plus importante. J'augmente encore la masse jusqu'à ce qu'il y ait une stabilisation de la tension. J'enlève toutes les masses où je recalcule. J'aurai une tension de base. D'accord? Une tension de base, la tension de base, elle appartient au muscle. C'est une caractéristique intrinsèque à ce muscle. D'accord? Donc, on dit T, qui est la tension avec masse, moins P,
qui est la tension sans masse, c'est ça la tension du réflexe myotatique. Est-ce que c'est clair? Clair? Remarque, la section des racines dorsales appropriée engendre la même tension élastique passive que celle des muscles dont le nerf avait été sectionné. Alors quand on sectionne une racine ou là quand on sectionne un nerf, c'est la même chose. Après élimination de l'innervation sensitive ou motrice, il ne subsiste que la tension passive. D'accord? Après avoir éliminé le réflexe, comment on élimine le réflexe? En éliminant l'un de ses contingents, soit le contingent afférent, soit le contingent efférent. Où je te prends la tension qui est propre à ce muscle, c'est la tension P. La suppression de l'innervation d'autres muscles et de l'innervation cutanée reste sans effet. Pourquoi? Parce que ce réflexe ne dépend pas des autres muscles, parce que ce réflexe ne dépend pas de la peau. On est d'accord? Il ne dépend pas de la peau. Ces récepteurs sont des récepteurs viscéro-élastiques. Ce sont des récepteurs proprioceptifs. Ce n'est pas des récepteurs cutanés. D'accord? Ce réflexe présente deux composantes. Une composante phasique, intense, de courte durée, provoquée par l'allongement dynamique du fuseau, et une composante tonique, plus faible mais persistante, provoquée par l'allongement constant. Quand je prends le muscle, et je l'allonge. Maintenant, mon allongement prend une durée. C'est l'allongement dynamique. D'accord? Par contre, je peux prendre le muscle, l'allonger, on peut m'allonger sur la même longueur. C'est un allongement tonique. Il y a un allongement constant ou il y a un allongement dynamique. L'allongement dynamique va donner une composante phasique. L'allongement constant va donner une composante tonique. La composante tonique, elle est plus faible, mais elle est persistante. Ou l'autre, elle est plus forte, mais elle est éphémère. Je prends le muscle taille, je le colle, ou je commence à l'allonger. شوفوا هذا T0, je dis le muscle T0. تخيلوا نبدا نجبد فيه. T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8. Ça a pris une durée. La durée, au fur et à mesure que cette durée, elle s'écoule. C'est une durée de temps, elle s'écoule. Au fur et à mesure que je tire, il y a une tension. La tension, c'est la tension phasique. D'accord? Elle est plus importante que la tension tonique. La tension tonique, c'est quoi? C'est que نحكم le muscle. نقعد في certaine longueur ونقعد فيها. نقدر نجعله حتى نقدر نقعد هنا. D'accord? C'est que وحده elle est dynamique, نقدر غير نزيد في la tension. Ou l'autre, elle est constante, je prends une longueur ونقعد فيها. D'accord? Donc il y a une différence entre les deux tensions. وحده c'est une composante phasique, وحده c'est une composante tonique. La phasique, elle disparaît, elle est plus importante. La tonique, elle est persistante, mais elle est plus faible. D'accord? Électrophysiologie. Il a été démontré par l'expérience de Lloyd que le réflexe myotatique est monosynaptique. Il a mesuré le temps de conduction centrale, c'est-à-dire le temps mis par l'influx nerveux pour traverser la moelle épinière entre le moment de son entrée par la voie afférente sensorielle des racines dorsales et celui de sa sortie par la voie efférente motrice des racines ventrales. Et l'a comparé avec le délai synaptique. Où je la moelle, elle est faite comment la moelle? Elle est faite comme ça. Je ne sais pas dessiner. Psy. Donc la moelle, elle est faite comme ça. هكذا من بعد تيك عندنا les racines dorsales, les cornes postérieures, hop, ou les cornes antérieures, farage. On a des racines postérieures. Bon, on a qu'une tête collatérales, on a fait شنو خلينا بنا les cornes postérieures sensitives ou les cornes antérieures motrices. Où je Lloyd
comme un muscle هكذايا il a créé un stimulus il a mesuré ici و ici سناها حتى لحقت لهنا دار كرونومتر هنا ومن عند هنا يا اخي elle est monosynaptique, elle dépend d'une fibre sensitive et d'une fibre motrice. Il a mesuré شحال تقعد داخل la moelle épinière. D'accord? Il a mesuré هنايا وهنايا وشاف la différence de temps. Hop, جات il a simulé هنايا 1 2 3 4 لحقت لهنا و5 خرجت لهنا. قال قعدت 1 ملي سكوند. 4 دخلت لهنا 6 خرجت لهنا. يقول 2 ملي سكوند. Donc il a mesuré la différence de temps entre l'entrée et la sortie. D'accord? Il a mesuré le temps de conduction centrale. C'est le temps, c'est le temps de conduction centrale. Le temps où le message est au niveau des centres. Et l'a comparé avec le délai synaptique. C'est quoi le délai synaptique? هذاك les 10 millisecondes اللي هضرنا عليهم الصباح اللي قلنا voilà dans la synapse chimique il fallait un délai synaptique qui était le résultat de quoi? Qui était le résultat de la nécessité de faire entrer ou de l'arrivée de l'influx nerveux, de faire entrer le CA2+, d'activer les vésicules et de la fusion des vésicules avec la membrane, de l'ouverture des canaux postsynaptiques et de l'entrée des ions. Ce temps, c'est le délai synaptique. Comme il est intelligent, ils sont intelligents, les chercheurs. Voilà. Donc, il a mesuré le temps hadaya, le temps central, et l'a comparé avec le délai synaptique. C'était quoi les résultats? Quel est le résultat attendu? Il a le même, ou il est très proche. Il a le même. Et il a prouvé qu'il ne s'agit que d'une seule synapse, puisque le temps central il est égal au temps, au délai synaptique. انا كي نحطك على بالي بلي سني با لو ميم نورون اوني داكور واحد اللي سونسيتيف واحد اللي موتور سني با لو ميم نورون بصح il passe par combien de fentes synaptiques هذه هي لا كيسيون كو جو مو بوز كان انا على بالي بلي 10 ملي سكوند سي لو ديلي سينابتيك لو كان نلقاه 30 كان لو ريزولتا 3 سينابس بصح انا لقيتو 10 une seule synapse. Voilà, il a démontré qu'il est monosynaptique. On mesure la latence globale qui représente le délai entre l'étirement brusque du muscle et la réponse enregistrée à la racine ventrale. حسبت le temps. حسب le temps بين la stimulation ou l'arrivée ici. C'est la latence globale. Zid. On mesure le temps de conduction périphérique qui représente le délai pour que le flux nerveux sensitif atteigne la moelle. معناتها من لهنا من لا ستيمولاسيون حتى لا مال داكور اسمها لو طون جلوبال واش اسمها لو طون دو كوندكسيون périphérique. La latence globale est la somme du temps de conduction centrale et du temps de conduction périphérique. D'accord? D'où latence globale تساوي temps de conduction temps c'est quoi TC? Le temps central, bravo, le temps central plus le temps de conduction. Temps central, à l'intérieur de la moelle épinière. Temps de conduction, c'est en dehors. La racine postérieure ou le nerf sensitif. Tout ça, oui, latence globale moins le temps de conduction. Ah oui, oui. Plutôt, منه نستخرج هذا يدير بعت واحد من جهة واحد من جهة. Il a une équation, il dit bien oui, on est d'accord. Donc, où je donne, je vais TC, ou bien T de conduction, je vais T de conduction, là, je vais placer où est LG moins T conduction. Voilà. Donc, le temps de conduction, le temps central, il est égal à la latence globale moins le temps de conduction. Le temps central, ما حسبوش كيما قلت لكم انايا حسبوا بسا بروبر ميثود حسب لا لاتونس جلوبال ومن بعد نقص لها لو طون دو كوندكسيون خرجت له داكور وي لا لاتونس جلوبال
Le temps de conduction périphérique, non. Le temps de conduction périphérique, c'est le temps pour qu'elle arrive à la moelle. Oui, oui. حتى la moelle. Ou la latence globale, c'est le temps حتى تخرج من la moelle. La latence globale qui représente le délai entre l'étirement et la réponse dans la racine ventrale. شوفوا. هاي la latence globale. Bon, هذا dorsal. Ça c'est dorsal. D'accord? Ça c'est ventral. D'accord? La latence globale منا حتى لهنا حتى الفنترال. La latence globale, c'est d'ici, de la stimulation périphérique, jusqu'à la racine ventrale, antérieure. C'est la latence globale. Ou le temps de conduction périphérique, c'est maintenant, même la stimulation, jusqu'à la moelle. Voilà, jusqu'à la moelle. Là, sensitive bark. On va dire global, moins temps de conduction périphérique, tout ça est en central. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Sûr? Très bien. Le temps de conduction était de 0,7 millisecondes, tandis que le délai synaptique est de 0,6 à 0,8, selon l'Einstein. Donc, conclut que le temps de conduction correspond au délai d'une synapse, tant que le réflexe est monosynaptique. Kif kif. Ah, il y a caractéristique. On avance. خلاص. تيتاني فموزال. هاكي هربة. Caractéristique. شحال مازالنا؟ On a presque terminé, je crois. ولا مازال؟ مازال. هيا كوراج. أنا كنت نقعدوا حتى ل6 7. نحبوا نباتوا. كي فوت باش تفضل معليش. كي فوت باش نقعدوا حتى ل8 تاع الليل. شتو؟ لا مش واعد الدار يا خويا. هايا وين لحقنا؟ فتناهم هادو. Il est localisé. Alors, je vais vous dire. Le réflexe myotatique. Hein? Très bien. Il est localisé. Seul le muscle ou le chef musculaire soumis à l'enjeu se contracte. Maintenant, il n'est pas diffusible. Hein? D'accord? Il est localisé. D'accord? Il est monosynaptique et de latence courte. Voilà, parce que c'est la latence d'une seule synapse. Il est proprioceptif. Pourquoi? Parce que son point de départ est musculaire, c'est le faisceau neuromusculaire. Voilà. C'est un récepteur proprioceptif. Il est persistant durant toute la durée de la stimulation et il disparaît à son arrêt. Il est au début dynamique, quand je tire, maintenant je m'arrête à une certaine distance. Il devient tonique, l'essentiel il est persistant, soit dynamique, soit tonique. Il est non fatigable, c'est très 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 important. Pouvons répondre à de hautes fréquences de stimulation. Maintenant, je stimule, je m'arrête, je restimule. Il continue à répondre. À une certaine amplitude, il devient stable. D'accord? Il est résistant aux anesthésiques et à l'anoxie. D'accord? Il est résistant. L'anoxie, c'est l'absence d'oxygène. D'accord? L'absence d'oxygène. Il comprend deux composantes. L'une phasique présente dans tous les muscles squelettiques extenseurs et fléchisseurs, l'autre tonique surtout dans les muscles extenseurs proximaux, antigravitaires. C'est la composante tonique. Dans les muscles extenseurs proximaux, antigravitaires. Pourquoi? Et pourquoi? Parce que c'est ces muscles qui nous permettent de maintenir des positions lentes dans le temps. C'est ces muscles qui vous permettent d'être assis. C'est les muscles axio-proximaux, extenseurs. C'est ces muscles qui permettent l'extension du tronc.
بهاد لي muscles اللي راكو قاعدين. D'accord? Donc ils ont une composante tonique. وعلاش؟ parce que vous gardez la même position. واش ديروا هكذا ولا imaginez لو كان جا لو biceps tonique تقعد دير هكذا. or انت كنت تقعد دير هكذا واش يصير عليك؟ une fatigabilité تاعها parce que ما فيش une composante tonique ما تقدرش تقعد دير هكذا. هذا سي ريفلكس بون هذا سي با ان ريفلكس c'est un acte volontaire. Je contracte mon biceps. نمسح le biceps. Le biceps تاعي il est fatigable. ماشي كيما les muscles axiaux. D'accord? Les muscles qui permettent la position تاعي. Ils appartiennent au métabolisme de base. Maintenant, pour rester assis, il faut des muscles qui puissent rester contractés pour de longues durées. يشدوا لك 11 ساعة في لابيل. هكذا. D'accord? Je n'ai pas encore rencontré une personne qui a 11 ساعة في une table. C'est faisable, بصح on va rater d'autres obligations. 11 ساعة ما تصلي ما تاكل ما. C'est faisable, تقدر تقعد. C'est mauvais, hein, c'est très mauvais. Attention. Pas seulement. Normalement, il faut marcher. Vous soumettez votre organisme à des risques d'embolisation, d'accord, des risques de thrombophlébite, et apparemment le risque de comment ça s'appelle, d'hémorroïdes, tanite, donc ça c'est dangereux. C'est une autre. L'organisation. On a un versant afférent. On a le réflexe osteo-tendineux. Bon, je m'en sautais. Organisation. Le versant afférent, récepteur, représenté par le fuseau neuromusculaire, voire récepteur sensoriel, on va le voir, on l'a sauté. Ah, oui. La voie afférente, représentée par les fibres de type 1A, oui, assurant l'innervation sensorielle de la partie équatoriale des fibres intrafusoriales du faisceau neuromusculaire. Bon, il y a un récepteur sensitif. Récepteur sensoriel, on va aller voir, sinon. Elle chemine au sein du nerf musculaire, puis emprunte la racine dorsale. Attendez des exemples de nerfs musculaires. Quand on dit une fibre nerveuse, elle va suivre un nerf. Attendez des exemples de nerfs, première année. Oui, non, le sciatique ce n'est pas un... Oui, d'accord. Le sciatique c'est un tronc limite des nerfs. Oui, fémoral. Le fémoral, zid. Médian. Oui, zid. Radial, oui, c'est des nerfs musculaires. Le nerf radial, le nerf musculo-cutané, le nerf cubital ou la... Qui fait chez le nerf cubital? Une nerf. Mais le nerf cubital, c'est pas pour faire l'ancien. D'accord, le nerf ulnaire, le nerf le nerf radial, le nerf musculo-cutané, le nerf suprascapulaire, pardon, le nerf subscapulaire, le nerf rhomboïde. La patte doigt. La patte doigt. La patte doigt, où j'ai oublié. Inch'Allah, la tabatière. La tabatière anatomique. La patte doigt, où j'ai Sur région de fixation de 3 muscles de la cuisse. Ce sont les semi-tendineux. Oui, les ischio-jambiers. Oui, les ischio-tendineux, le troisième, le gracile. Et la patte doigt. J'ai complètement oublié. Même de cas, j'ai pas de souvenir. Inch'Allah, la tabatière anatomique. Voilà. Elle signifie. Voilà. Le ligament de Spiegel, où est-ce? Faut le chercher. Allez, on continue. Très bien, on va demander le nerf qui a des racines. Comment est l'organisation? Attention, on a des racines. Les racines, ils mettent des
عندي la moelle épinière. La moelle épinière, il y a le système nerveux central. Moi, la moelle épinière, je commence le système nerveux périphérique. Il y a des racines. Il y a des racines aussi. Non. Non. Les racines. Des plexus. Des plexis. Des plexis. D'accord. Voilà. Plexus brachial. Voilà. Plexus sacré, donc un des racines, des plexus, tout le monde des troncs nerveux. Le nerf, il va donner pas des collatérales, il va donner des branches nerveuses. هكذا. تاع واش لا موال épinière. Non, قال لك cervical. بين la cervicale ou la thoracique شكون فيها la substance grise cervicale. Je n'ai aucune idée. Ça peut être. Je ne sais pas. كيفاش قد ما تهبط وتزيد وانت كتبان تزيد لا سبستانس بلونش بصح كي تزيد لا سبستانس بلونش ماشي ما تنقص لا غريز سولا تعرفوا كان عندكم ان enflement cervical وعندكم un enflement lombaire. On est d'accord, كاين هذوك les deux enflements où l'enflement ne va pas dire qu'une quantité de substance grise plus importante. La quantité de substance grise dépend des fonctions de la moelle épinière. D'accord? La moelle thoracique, un des viscères, كاين le poumon, كاين le cœur, كاين les nerfs intercostaux. Mais بصح هنايا في لو كو كاين aussi la fonction laryngée, كاين la fonction pharyngée, كاين les muscles اللي يروحوا le cou, كاين les muscles اللي يروحوا la tête. Donc je ne sais pas. بين زوج عندهم des fonctions complexes mais تقدر تكون thoracique اكثر parce que les organes يبانوا plus. Voilà قلت لا vous avez une information. قريتوا قولي لنا مالك قريتوا علاش خليت بين deux modules. Quel module? Il faut savoir une chose, quand il y a des contradictions entre deux modules, le module qui a plus de connaissances. Vous ne prenez pas d'informations de physiologie de vos profs d'anatomie. Là, il faut chercher. وين قالوا لكم باللي c'est plus enflé? Histologie. Et وفي anatomie قالوا لكم vous suivez l'histologie هنايا, c'est clair. D'accord? Vous suivez l'histologie. L'histologie قال لكم بلي thoracique اكثر من thoracique اقل من cervical. في histologie. وفي anatomie ils ont dit l'inverse. Le corps. Très bien, donc voilà, on suit l'histologie. Désolé qu'on a des anatomistes. Non, voilà. C'est leur spécialité. D'accord? Rapidement, il est 4h moins 25, il faut terminer le cours avant de vous libérer. Elle chemine au sein d'un nerf musculaire, puis emprunte la racine dorsale pour pénétrer dans la moelle épinière. Leur sommet est situé dans le ganglion rachidien, sous forme de terre, là on l'a dit tout à l'heure. Centre nerveux, il est représenté par la moelle épinière. À l'intérieur de celle-ci, la fibre la pénètre dans la corne dorsale, puis passe dans la ventrale pour venir s'articuler monosynaptiquement avec le motoneurone alpha. Il dit le récepteur, il va aller dans une fibre, le fibre vers un nerf, le nerf vers un plexus, du plexus vers la racine, ou une racine. Il dit le ganglion rachidien, puis vers la racine dorsale. De la racine dorsale, il entre dans la moelle, il parcourt la corne postérieure, il va dans la corne antérieure, et dans la corne antérieure, il va produire une synapse avec le motoneurone alpha. D'accord? Le versant efférent, les voies efférentes représentées par le motoneurone alpha dont l'axone sort par la racine ventrale, chemine dans le nerf musculaire jusqu'au muscle pour assurer son innervation motrice au niveau des fibres extrafusoriales. Attention, les récepteurs sensitifs et la fibre nerveuse sensitive, elle a démarré du fuseau, mais je vais innerver directement. L'innervation motrice, elle va aller directement dans la fibre musculaire, dans un récepteur qui est extrafusorial. Les extrémités, tu as le fuseau, là, en dehors du fuseau. D'accord?
l'ensemble constituant l'unité motrice. C'est quoi l'unité motrice? C'est l'ensemble de fibres musculaires innervées par une fibre nerveuse. Effecteur représenté par le muscle, qu'il soit extenseur ou fléchisseur. Application électrophysiologique. Mazal. Mais allez, il faut du courage. Aïe, aïe, aïe. On va le terminer, Inch'Allah. Application électrophysiologique. Lorsqu'on stimule à travers la peau, lorsque l'on stimule à travers la peau un nerf musculaire comme le nerf sciatique, poplité interne, comme le nerf sciatique poplité interne qui est responsable de l'innervation des adducteurs dans la jambe. D'accord? Les adducteurs dans la jambe. Et du pied, de la jambe et du pied. Le pied, on dit adduction du pied, on dit rotation interne. Rotation interne, on enregistre une réponse électromyographique au niveau du triceps sural. Le triceps sural est constitué de 3 muscles qui sont les 2 gastrocnémiens et le muscle solaire. D'accord? D'accord? Solaire et 2 gastrocnémiens dépendent de l'intensité du stimulus. Lors de l'excitation exclusive des fibres 1A à gros diamètre par un faible stimulus, on observe une réponse électromyographique réflexe de type H. Les motoneurones alpha ont été activés de la même manière que pendant un réflexe myotatique. Voilà. Alors, on ne va pas aller stimuler le récepteur. On va stimuler la fibre 1A. C'est à peu près la même chose. D'accord? J'aurai un réflexe myotatique. Parce que la fibre 1A fait partie du contingent afférent du réflexe myotatique. Ça, ou là. Très bien. Si le stimulus est plus intense, les motoneurones alpha à diamètre plus faible et donc de seuil plus élevé vont être excités elles aussi. Nous aurons donc une réponse électromyographique précoce de type M. Due à la stimulation directe du nerf moteur, s'en suivra une réponse électromyographique réflexe de type H due à l'activation des motoneurones alpha par la fibre 1A. Très bien. Alors, j'ai plusieurs types de réponses. Quelles sont les réponses de type H ou quelles sont les réponses de type M? Les réponses c'est de l'électrophysiologie. Les réponses de type H, c'est le résultat d'une activation réflexe. D'accord? Ou l'enregistrement électromyographique de type M, il est dû à la stimulation de la fibre motrice. D'accord? Donc, il y a deux types de j'ai deux types de stimulation. Une réponse électromyographique de type H ou une de type M. Celle de type H, elle est due à quoi? Elle est due à la stimulation de 1A, de la fibre sensitive. D'accord? Ou celle de type M, elle est due à la stimulation de la fibre motrice. Très bien. Donc, je vais commencer par stimuler par des petites stimulations. Les petites stimulations, ils me donneraient le H. Maintenant, j'aurai un réflexe myotatique. L'équivalent d'un réflexe myotatique. Mais si je stimule par de grandes amplitudes, j'aurai d'abord une réponse de type M qui est équivalente de la stimulation de la fibre motrice. Moi, la réponse de type M, après la réponse de type M, j'aurai une réponse de type H. Maintenant, dans les deux situations, j'ai une réponse de type H. Dans les deux situations, j'ai stimulé un réflexe myotatique, je vais avoir un enregistrement d'un réflexe myotatique. Ou sinon, quand j'utilise une force très importante, une amplitude très importante, au niveau de l'électromyogramme, je vais enregistrer des M en plus des H. Les M, c'est les équivalents de la stimulation de la fibre motrice. Les H, c'est les équivalents d'une stimulation d'un réflexe myotatique. Petite amplitude, H seulement. Grande amplitude, H plus M. Parce que le M, il apparaît avant le H. D'accord? Les motoneurones alpha ont un diamètre plus faible que 1A. Peut-être que c'est pour la stimulation. Plus le calibre. La vitesse kbira ou plus faible. Oui, donc ça peut être à cause de ça. Les fibres sensitives, j'ai plus besoin de les stimuler que les fibres motrices. Donc on a fait les conditions physiologiques. Je ne vais pas une fibre motrice ou je la stimule. C'est les fibres sensitives qui sont stimulées. Ils vont apporter le message aux fibres motrices. Voilà.
Normalement, on a fait le tour. Lors de l'excitation exclusive des fibres à gros diamètre par un faible stimulus, on observe une réponse réflexe de type H. Les motoneurones alpha ont été activés de la même manière que pendant un réflexe myotatique. Si le stimulus est plus intense, les motoneurones alpha à diamètre plus faible et donc à seuil plus élevé. Attention, il compare les fibres alpha entre elles. Il ne compare pas entre les 1A et les alpha. Attention, il est en train de comparer les fibres, les motoneurones alpha entre eux. D'accord? Alors, quand j'utilise un stimulus plus important, je vais recruter. Plus j'augmente l'amplitude, plus je recrute de fibres nerveuses. Il va recruter plus de fibres nerveuses. Très bien, vont être excités aussi. Nous allons donc avoir une réponse de type M, due à la stimulation directe du nerf moteur. S'en suivra une réponse de type H. Si l'on continue à augmenter l'intensité, la réponse H disparaît par effet de collision. Je n'aurai que la réponse M. Je stimule directement la fibre nerveuse motrice. La fibre nerveuse motrice. Rôle physiologique de quoi? Du réflexe myotatique. Le réflexe myotatique joue un rôle dans le contrôle de l'activité posturale. Il est d'ailleurs particulièrement bien développé dans les muscles antigravitaires, qui sont les muscles axiaux. Le réflexe ipsilatéral de flexion. Définition, c'est une contraction réflexe simultanée des muscles fléchisseurs d'un muscle, des chefs fléchisseurs d'un muscle en réponse à un stimulus nociceptif cutané afin de soustraire le membre aux effets nocifs du stimulus. C'est un mécanisme de défense de l'organisme. En touchant quelque chose de chaud, en touchant quelque chose qui pique, je vais tirer mon avant-bras. Il est dit ipsilatéral car les muscles qui subissent la contraction réflexe et le stimulus réflexogène se situent du même côté. Ça ne sert à rien de toucher une escrane du bdad. Je touche ici, j'en ai ici. Mise en évidence, l'expérience se fait sur un animal spinal, kif, attaché à un sangle skin, dont il a attaché tout l'animal. Non les membres pendant son contact avec le sol. Pondent sans contact avec le sol. Un animal ou oui, voilà. Si l'on pique la patte postérieure gauche de cet animal avec une aiguille, on observe un rapide retrait du membre. Les expériences, on les connaît. Dû à la contraction des muscles fléchisseurs de la hanche, psoas, sartorius, fléchisseur du genou, semi-tendineux, biceps fémoral, fléchisseur de la cheville, tibial antérieur, l'amfibulaire, extenseur des orteils. J'aurai une triple flexion du membre inférieur. Flexion de la cuisse sur la hanche, flexion de la jambe sur la cuisse, flexion du pied sur la jambe. Triple flexion. La troisième année. Quand est-ce que j'ai une triple flexion du membre inférieur? Binsky, non? Pas Binsky. Je n'ai pas compris. La récupération est ça rend une triple flexion. Où je stimule. Oui, je suis d'accord. Donnez-moi une autre situation. Oubliez. Le syndrome méningé, c'est pas. On a une triple flexion, la raideur de la nuque. C'est le signe de Keurig. Vous allez l'étudier, c'est pas important. Il y a une triple flexion du membre inférieur. Et d'ailleurs, vous êtes en train de parler de la syndrome pyramidal quand il y a une triple flexion. J'ai oublié, on va en parler. On continue le cours. Cette contraction réflexe persiste quelques instants après que la flexion ait supprimé le contact de la peau avec le stimulus nociceptif, mais ne diminue que progressivement. Progressivement. Post-décharge. Je stimule, il y aura une triple flexion, elle va durer dans le temps, puis elle va disparaître. Électrophysiologie.
L'expérience de Lloyd montre que le temps de latence entre l'arrivée de l'influx nerveux par l'afférence du réflexe au niveau de la corne dorsale et sa sortie par la corne ventrale est de 3 à 4 millisecondes. D'accord? Ce temps est de 3 à 6 fois plus grand que le temps de passage d'une synapse centrale. L'on déduit ainsi que le réflexe ipsilatéral est polysynaptique. Oui, le premier il est monosynaptique, il est polysynaptique. C'est 3 à 4 millisecondes, c'est très peu. Peut-être qu'il y a une erreur, je crois. D'accord. Entre l'entrée et la sortie, elle est de 3 millisecondes. Moqbil, elle était de 7 à 6, de 7 à 8. Moqbil, elle était de 7 millisecondes. On a dit qu'elle était monosynaptique. On a de 3 à 4, elle est... Ah, c'était 0,608. Voilà, on a réglé le problème. Il faut faire attention. Hein. Donc c'était 0,6, bravo, c'était 0,608. C'est vrai. Donc, on va dire qu'elle est plus longue. Caractéristique de ce réflexe, d'origine nociceptive, c'est quoi le stimulant? C'est de la douleur. Un léger contact suffit à déclencher. Polysynaptique, mettant en jeu plusieurs synapses. Persistance de post-décharge, la contraction persiste quelques secondes. Je crois que présence de post-décharge, oui, il y a une persistance de la contraction. Présence de post-décharge, la contraction persiste. Comme il y a une persistance. Persiste quelques secondes après l'arrêt de la stimulation et diminue. Ça vous est arrivé تمسوا حاجه سخونه وبعد تحرككم تقعدوا هكذا plusieurs secondes صح ولا لا خاطر la contraction persiste plusieurs secondes donc la stimulation persiste. La stimulation je la fuis. La stimulation elle est douloureuse. Donc le but du réflexe c'est de fuir la stimulation. Heureusement que la stimulation ما تقعدش لاصقه فيا ما تقعد غير دني يدك ما عندك ما دير الا قعدت تشوكه هذيك ولا النار تبع فيك هكذا. Gradué, son amplitude augmente avec l'intensité de stimulation. Très bien. قد ما تكون la stimulation puissante قد ما le retrait est plus important. La preuve كي تكنا حاجه صغيره ولا صغيره برك ندير غير هكا قد ما تكون واعره نجبدو يدنا اكثر. Diffus, plusieurs muscles fléchisseurs de différentes articulations sont activés. Pourquoi? Parce qu'il faut faire mouvoir tout un membre. Maintenant, pour faire ça, il faut activer plusieurs muscles. Il faut qu'il y ait une flexion, à l'avant-bras sur le bras, une extension, le bras. Donc, il y a une activation de plusieurs muscles à la fois. Étendue, sa zone réflexogène est très grande. C'est quoi la zone réflexogène? La zone réflexogène est la zone réceptrice qui est capable d'être stimulée pour produire un réflexe. D'accord? Diffus, plusieurs muscles classe, étendu, gradué, oui. Fatigable, l'amplitude de la réponse décroît, voire disparaît, c'est la stimulation est à haute fréquence. Maintenant, quand on peut stimuler, on هذيك la grone ou هذاك le champ, on peut rien piquer. On le pique une fois. Là, on le repique, à un certain moment, il va lâcher. Il est fatigable, le réflexe. Sensible à l'anesthésie et à l'anoxie. Qui dit une anesthésie, nous ne le d'accord? Quand on anesthésie un bras, le nerf d'un bras, on le c'est le principe de l'anesthésie pour suturer, chez le dentiste. Comme l'anesthésie. Sachant que هنايا ما كاش des réflexes, c'est باش ما توجعكمش برك. D'accord? مازال هذا شويه برك. Organisation. ما كاش une pathologie هنايا. هضرنا على les réflexes ostéotendineux في لا باج اللي فاتت قلت لكم فكروني. هيا les réflexes ostéotendineux. Lors de la percussion du tendon d'un muscle à l'aide d'un marteau à réflexe, l'on observe une secousse réflexe de ce muscle, comme je viens de vous montrer. Elle représente la partie phasique du réflexe myotatique
résultant de l'étirement brusque du muscle dû à la dépression du tendon. Donc le réflexe ostéotendineux, c'est quoi en fait? C'est un réflexe myotatique. La partie phasique, pourquoi? Parce qu'en frappant le tendon, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de tirer le muscle rapidement. D'accord? Donc on frappe le tendon, on tire sur le tendon. Oui, c'est un réflexe, c'est le réflexe rotulien. C'est un réflexe ostéotendineux. Le réflexe ostéotendineux, il y a plusieurs réflexes ostéotendineux. Il y a le réflexe. Bon, il y a le réflexe précipital. Il y a le réflexe bicipital. Il y a le réflexe stylo-radial. Il y a le réflexe cuputopronateur. Il y a le réflexe symphysien. La symphyse pubienne d'abord. La contraction des deux muscles. Il y a le réflexe rotulien. Il y a le réflexe achillé. Il y a d'autres réflexes. C'est les plus importants. L'abolition où chaque réflexe dépend d'un nerf, d'une racine et de muscles. Donc quand on frappe et on ne trouve pas de réflexe, c'est-à-dire que soit le muscle il est atteint, soit le nerf il est atteint, soit la racine qui est atteinte. Est-ce que je peux avoir un problème central sur la moelle épinière en l'absence de réflexe? Quel type de problème? Une aréflexie. Donnez-moi une atteinte centrale qui donne une aréflexie. Le choc spinal. Le choc spinal, une spinalisation fait le début. Après quelques heures ou quelques jours, il y aura une récupération de la fonction, j'aurai des réflexes qui sont exagérés, des réflexes qui sont amples, diffusés, polycinétiques. Quelques heures à quelques jours. La moelle épinière commence à récupérer sa fonction. Si, c'est quoi la spinalisation? Oui. C'est le fait de couper les liaisons entre les centres supraspinaux et la moelle épinière. Au début, la moelle épinière est choquée, c'est le choc spinal, elle va perdre toutes ses fonctions et j'aurai une aréflexie. Après quelques heures à quelques jours, j'aurai une récupération des fonctions de la moelle épinière qui ne sont plus inhibées par les centres supérieurs et j'aurai une hyperréflexie. D'accord? Allez, on continue rapidement. L'abolition de ce réflexe oriente vers une atteinte neurogène périphérique surtout. Donc la réflexie, l'hypotonie et la réflexie, ils orientent vers une atteinte neurogène périphérique, une atteinte cérébelleuse, ou là, le choc spinal. Aussi, son exagération oriente plutôt vers une atteinte centrale, le syndrome pyramidal. D'accord? Centre nerveux, non, mais ça, organisation, versant afférent. On a quel réflexe? Le réflexe ipsilatéral. Versant afférent, récepteur cutané et musculaire, innervé par l'afférence du réflexe de flexion. Merci. L'afférence du réflexe de flexion. J'ai jamais rencontré cette abréviation faite de cours. Vous avez très bien. Ah bon? Merci. La voie afférente, représentée par les fibres cutanées A, sigma et C, A delta et C. Huma les fibres A delta et C, delta C, mais epsilon, les epsilon. A delta et C, et les fibres musculaires 2, 3 et 4. L'ensemble de ces fibres est appelé afférence du réflexe de flexion. Afférence du réflexe de flexion. Bon, les voies afférentes, il faut les apprendre. Hein. D'accord? Chaque nerf ou le réflexe terme. Le centre nerveux, c'est... Il n'a pas cité MB, oui. Même MB qu'il y a. Mais vous, je ne sais pas, le cours comme MB. Allez, vous vous limitez au contenu de vos cours. Centre nerveux,
les afférences du réflexe de flexion pénètrent dans la moelle par sa corne postérieure, kiff, et établissement des connexions plus ou moins complexes avec les motoneurones. Pourquoi on avait dit qu'il était polysynaptique? Il est polysynaptique, donc ce n'est pas une simple liaison avec le motoneurone alpha. Ce sera plusieurs liaisons complexes. Il doit inhiber les muscles, il doit activer les muscles agonistes, il doit inhiber les muscles antagonistes. Donc il a besoin d'interneurones complexes avec des interneurones du même segment ou de segments adjacents pour aboutir au motoneurone alpha de la corne ventrale. Versant efférent, les voies efférentes représentées par le motoneurone alpha, les effecteurs qui sont les muscles fléchisseurs. Rôle physiologique, le principal rôle des réflexes ipsilatéraux de flexion est protecteur, c'est-à-dire qu'il va le protéger dans la mesure où il assure le retrait d'un membre soumis à une stimulation nocive, douloureuse et potentiellement destructrice. Je vous remercie.